Bon, qui ben, non, non, pas spécialement, mais je pense qu'il nous renverrait la balle sur un sujet que nous effleurons à peine. Car nous remplaçons au pied levé, mes amis et moi-même, la personne qui, pour des raisons familiales que vous connaissez peut-être, a décliné l'invitation. Donc, on m'a demandé de vous présenter, enfin, d'embrayer une conversation, si vous voulez, à partir des éléments dont nous disposons et de la façon la plus libre possible. J'ai prévenu que moi, je n'avais pas relu Le Petit Prince depuis 50 ans. Ça commence à devenir grave quand on dit des choses pareilles. C'est ainsi, bon, et on n'est pas le seul, et on ne va pas en faire une tartine. Donc, je me propose de vous donner quelques éléments pour lancer le débat et pour savoir où on se situe exactement sur la vie de Saint-Exupéry, tout simplement. Il a des dates qui correspondent presque à celles de mon père, si je peux dire. Enfin, ils sont nés la même année, c'est-à-dire, c'est l'année du siècle, en 1900. Mais lui, Saint-Exupéry, n'est pas ni un petit ni un grand bourgeois. C'est vraiment une vieille famille aristocratique française, et il aura passé toute sa jeunesse, toute son enfance dans des châteaux de famille. Ces dates sont de 1900 à 1944, effectivement. Bien. Il perd ce pauvre jeune homme qui n'était pas d'une santé extrêmement robuste, qui était plutôt un petit bonhomme comme ça, mais d'une grande sensibilité. Perd son père à l'âge de 4 ans. J'ai vérifié ça hier. Et son frère également. Et il est élevé essentiellement par sa mère et par sa grand-mère. Dès 1922, c'est il a 21 ou 22 ans, il prépare l'école navale, et puis il est recalé à l'école navale, et du coup, il se lance, il fait les beaux-arts, comme moi finalement, hein. Les beaux-arts pour devenir architecte. Il ne donnera pas suite non plus à ses études d'architecture, et on le retrouve en pilote en 1922, où il fait son service militaire. Voilà. En 26 déjà, 4 ans plus tard, c'est un pilote émérite. Il transporte essentiellement du courrier, vous voyez, avec entre Toulouse et Dakar. C'est une des premières lignes de l'aéropostale qui sera ouverte à cette époque-là. On est au lendemain de la fameuse guerre de 14, là. Et on ouvre les grandes lignes. Il y a d'abord Dakar, et de Dakar, ce sera l'Amérique du Sud. L'Amérique du Sud. C'est en 26 aussi qu'il écrit son premier livre. Il a écrit peu de livres parce qu'il meurt jeune. Le premier s'appelle L'Aviateur. Et c'est 1926. C'est en 29, 3 ans plus tard, donc, qu'il étant toujours pilote. Il travaille alors, il est un pilote émérite et au service de l'entreprise Latécoère, qui donnera naissance à l'Aéropostale. Il sera connu pas sous le nom d'Aéropostale par la suite, et c'est à ce moment-là qu'il part jusqu'en Amérique du Sud. Dans cette même année 1929, il écrit son premier livre, on va dire, à succès vraiment, qui est Le Courrier du Sud, Courrier du Sud 1929. Ensuite, il aura le prix Femina avec Vol de nuit, encore plus connu, en 1931. Il n'a jamais que 30 ans ou 31 ans. En 1932, là, il se lance véritablement dans le journalisme, dans les grands reportages. En Indochine, il y est en 1934, à Moscou, et il couvre les événements de la guerre civile espagnole en 1936. En 1939, il écrit Terre des Hommes, livre qui sera couronné, comme on dit, par le Grand Prix de l'Académie française. Et en 1940, l'année suivante, il part pour New York. Il part pour les États-Unis, il vit à New York, et c'est là qu'il doit écrire Le Petit Prince.
chose que j'avais absolument oubliée. Vraiment. Il écrit Le Petit Prince à New York. Et du même coup, il rentre dans la résistance. D'autres questions. Il revient en Europe au moment du débarquement en Provence, et ça ne lui portera pas chance, puisqu'il disparaît en mer au cours d'une mission de reconnaissance le 31 juillet 1944. Il a 44 ans. Voilà. Et il est sur ces avions qu'on appelle, qui sont des Lockheed de P-38, ça m'étonne, c'est un revolver, me semble-t-il, de P-38. Lockheed P-38 Lightning. On retrouvera son avion bien plus tard. J'ai marqué ça quelque part en 2003, je crois, au large de Marseille. Tout l'avion aussi. Hein. Ouais. L'avion très tardivement, en 2003, je crois. Le Petit Prince, il écrit à New York à partir de 1940. Il sera publié aux États-Unis en 1943 et il sera publié en France qu'en 1946 par les éditions Gallimard. Voilà. Et ça, ce sera un succès mondial tout à fait extravagant parce qu'il est traduit, que je sache, il est traduit en plus de 300 langues, dont paraît-il, c'est un jour qui me disait ça, toutes les langues indiennes. Et vous imaginez le reste, et ce serait le livre le plus vendu au monde après la Bible. Je ne sais pas où on en est avec le Coran, mais enfin, c'était les chiffres d'il y a un certain temps. Bon, voilà quelques éléments, si vous voulez, il y aurait évidemment davantage à dire, notamment sur l'aérospatial, parce que l'aéropostale, pardon, c'était une aventure extraordinaire. Il n'y avait pas que Saint-Ex, il y avait notamment Mermoz, Guillaumet, enfin des gens vraiment assez extraordinaires. C'est Guillaumet, à propos d'aéropostale, qui dit à un moment donné, qui est l'auteur de cette phrase célèbre, il dit « Ce que j'ai fait, aucune bête ne l'aurait fait ». Voilà. Quand il était dans les Andes et qu'il retenait je ne sais pas si c'est lui qui a retenu son avion avec son épaule comme ça dans la neige toute une nuit avec l'avion comme ça. Voilà. Ou peut-être était-ce Mermoz, c'était encore plus costaud. Il y a dans Le Petit Prince auquel nous revenons évidemment, qui est évidemment aussi son chef-d'œuvre, maintes fois commenté de toutes les façons possibles et imaginables, les uns voyant un conte pour enfants, les autres un conte philosophique, et le tout finissant dans une grande boucle où on mélange à la fois les histoires enfantines et les histoires les plus approfondies de la philosophie occidentale et orientale. Je reprends quelques phrases là, que j'ai pêchées donc, très récemment, comme vous imaginez, et qui vont peut-être lancer notre conversation, n'est-ce pas? Dans Le Petit Prince, il ne faut pas apprendre à écrire, mais à voir. Première ligne directrice dont on peut... Voilà. On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux. C'est la même phrase. Aimer, ce n'est pas se regarder l'un l'autre, c'est regarder ensemble dans la même direction. Autre phrase célèbre. L'éducation passe avant l'instruction. Elle fonde l'homme. C'est vraiment mal écrit. Voilà, on a plusieurs sujets de discussion possibles à partir de ces quelques directions. Je vous propose, moi, de commencer par qu'est-ce qui te semble le plus logique. L'éducation et l'instruction, c'est un sujet de fond que nous vivons péniblement en Occident, mais qui me semble, voilà, c'est un sujet éternel, si je puis dire.
s'arrête le rôle des professeurs, notamment celui des parents, et réciproquement. Enfin, bon, voilà. Mais peut-être... Donc je vais commencer parce que vous savez, mon rôle, qui est une professeure, elle a toujours le problème d'avoir l'esprit critique. Et je dis que, vous savez, pour moi, Le Petit Prince, parce que Le Petit Prince, c'est un des rares livres dont j'ai lu d'abord en bengali et puis en français. Donc, comme M. Baron disait tout à l'heure, en bengali, il existe, à ma connaissance, deux éditions différentes de traduction, et je pense qu'il y a encore des traductions de Petit Prince qui ne sont pas encore publiées dans les magazines littéraires. En fait, Petit Prince est un livre, est un œuvre tellement, on peut dire, c'est tellement, c'est un beau récit. J'ai vraiment pas envie de le toucher et abîmer, de faire des cicatrices sur le texte. Ce que je vous propose, c'est de peut-être lire quelques phrases et poser quelques questions nous-mêmes. Est-ce que si ça vous convient? Ok. Oui, vous n'avez pas le choix. Donc, vous savez, pour le dédicace, il est écrit en fait, il donne, vous connaissez ce livre par cœur peut-être, il donne 3 différentes excuses pour dédier ce livre à Léon Goethe. Je pense que c'est un ami de Saint-Exupéry. Et il dit cette grande personne peut tout comprendre, même les livres pour enfants. Et je pense que ça, c'est quelque chose que j'ai toujours gardé de mon esprit, parce que quand on grandit, peut-être on perd la sensibilité. Une sensibilité qui est peut-être dominée par la rationalité, la raison, différentes autres choses. Je vais peut-être d'abord poser cette question d'abord à M. Baron et à mon rôle. De quelle manière vous lisez cette ligne et qu'est-ce qu'on perd quand on grandit? Pourquoi les enfants, ils arrivent à comprendre beaucoup de choses et on n'arrive pas à comprendre? Sa réponse, il dit que je suis beaucoup plus proche de l'enfance. Donc c'est la justification. Bien, alors c'est une belle question. En fait, Le Petit Prince, Saint-Exupéry a écrit ce livre quand il était déjà un écrivain senior. Alors pourquoi, ayant écrit des romans comme Vol de nuit et d'autres, pourquoi a-t-il vraiment écrit un livre pour des enfants? Et en fait, c'est un livre que notre professeur à Ashram, Tanmaya, qui était aussi français, mais la mère qui avait nommé Tanmaya, qui voulait dire la concentration, et qui était vraiment une personne qui a commencé l'éducation libre progrès à l'Ashram. Alors, il nous enseignait vraiment, il ne nous enseignait pas en fait, il nous disait des choses pour guider notre choix, et c'était sa manière de nous éduquer. Quand j'ai relu un petit peu Le Petit Prince ce matin, et je me disais que c'est ce qu'on essaie de faire tout le temps quand on apprend des choses de nouveau, mais quand on grandit dans une société où nos parents et notre école a déjà formé une certaine manière de regarder, de toucher et de sentir les choses, nous tombons dans des routes bien calquées. Et après, nous ne voulons pas changer notre direction. Mais c'est ce qui fait Le Petit Prince. Si l'histoire commence avec un petit garçon qui vient de notre planète, et lui, il fait un trajet, et ce n'est pas un événement fortuit, sûrement parce que l'auteur nous place déjà en dehors
de notre socialisation que nous avons déjà fait à l'école, chez notre famille, à travers les livres qu'on a lus, et il nous replace dans un monde extérieur d'où on regarde notre univers de nouveau. Et dans chaque phrase de ce roman, cet étonnement et l'émerveillement que nous rencontrons, que nous ressentons lorsque nous rencontrons des événements nouveaux. Et c'est ça le plaisir de vivre. Et en fait, tous les saints de tout âge nous ont enseigné cela qu'il faut être. La première règle de vivre, c'est ressentir la joie, l'amour, d'où l'univers est né. Et c'est ça les histoires dont parle Saint-Exupéry dans le Petit Prince. Donc, peut-être par un tableau, il va expliquer un peu. Moi, je peux lire un extrait après, comme ça, c'est... alors, j'ai pensé à cet extrait-là qui montre vraiment cette attitude de l'émerveillement vis-à-vis du nouveau, vis-à-vis des choses qu'on a autour de nous, mais vers lesquelles nous avons oublié notre sensibilité. Alors, il dit que le Petit Prince, maintenant, il est venu sur la terre, après beaucoup d'aventures, et il est tombé sur un désert, en fait. Et je pense, pour moi-même, j'ai interprété ce désert comme il n'y a personne, et il n'y a même pas l'homme. Donc, nous, comme êtres humains, nous nous prenons toujours comme le centre de l'univers. Nous regardons les choses de notre point de vue. Mais quand on lit le Petit Prince, on comprend comment Saint-Exupéry essaie de décalquer cette vision. Et en fait, il a raconté dans un extrait, je pense, où il parlait de son expérience comme pilote. C'est le personnage principal du vol de nuit qui dit, à travers Saint-Exupéry parle à travers sa voix, que quand on est en dehors de la terre, et on est toute seule dans le ciel et on regarde le monde de l'extérieur, c'est alors qu'on comprend qu'on n'est vraiment rien du tout. Il y a les astres autour de nous, il y a les lumières du monde qui brillent en bas, et c'est une expérience merveilleuse. Et quand on revoit l'aventure du Petit Prince de ce point de vue, on a ce sentiment-là encore une fois. Donc le Petit Prince traversa le désert et ne rencontra qu'une fleur à 3 pétales, une fleur de rien du tout. Donc, c'est une phrase très très simple, mais combien de fois, quand nous regardons une fleur, est-ce que nous comptons les pétales de cette fleur? Est-ce que nous nous disons que c'est un personnage avec qui je peux communiquer? Mais c'est ce qu'il fait, le Petit Prince. Il demande à cette fleur, « Bonjour », dit le Petit Prince. « Bonjour », dit la fleur. « Où sont les hommes ?» demanda poliment le Petit Prince. La fleur, un jour, avait vu passer une caravane. Les hommes, il en existe, je crois, 6 ou 7. Je les ai aperçus il y a des années, mais on ne sait jamais où les trouver. Le vent les promène. Ils manquent de racines. Ça les gêne beaucoup. Adieu, dit le Petit Prince. Adieu, dit la fleur. Donc, je vais continuer avec Donc, en fait, quand elle parlait de fleurs, en fait, je pense que, vous savez, parfois, quand je lis Le Petit Prince, je fais la comparaison avec l'art conceptuel. Je vous le dirai pourquoi, exactement pourquoi. Parce que, il dit, attendez, excusez-moi, en fait, c'est vers la fin de l'histoire, il s'assit parce qu'il avait peur. Il dit encore, le Petit Prince dit encore, « Tu sais, ma fleur,
j'en suis responsable. Et elle est tellement faible. Et elle est tellement naïve. Elle a 4 épines de rien pour tout, pour la protéger contre le monde. Vous savez, cette subtilité, parce qu'il y a un autre endroit où il dit, quand le petit prince tombe sous la terre, vers la fin, il dit, il tomba doucement, comme tombe un arbre. Vous savez, ça c'est quelque chose. Je pensais à cette phrase à plusieurs fois. Ça veut dire quand les humains ou les animaux, nous tombons, on a toujours notre réflexe, les muscles. Mais vous savez, avec notre ère, avec notre problème journalier de le monde aujourd'hui, et principalement dans les grandes villes où on aime couper les arbres tous les jours, on n'arrive jamais à comprendre la subtilité, le vrai mécanisme de la nature. Et c'est ça qui nous donne une sensibilité extraordinaire avec ce livre, parce qu'à chaque instant, par exemple, il y a un endroit où syntaxe, ça veut dire le narrateur dit « Il m'a fallu longtemps pour comprendre d'où il venait ». Ça, c'est quelque chose, je pense que c'est une question, on demande toujours en soi-même, ça veut dire si on rencontre une personne, si vous montrez une belle chose, ça vient d'où? Pourquoi on a cette question? Parce que je pense à travers le Petit Prince, et c'est pourquoi quand on préparait cette session, on n'a pas vraiment préparé, quand on parlait de préparer cette session, j'étais toujours contre, comment dirais-je, parce que je peux, si vous me permettez, parce que je m'arrive à m'exprimer un petit peu mieux parfois en anglais, I really don't want to cut anything that is beautiful. Ça veut dire, je ne veux pas déchirer ou couper quelque chose qui a la beauté. Une belle chose, une fois vous la touchez, ce n'est plus belle comme avant, non? Et avec ça, je vais vous demander cette question, pourquoi nous voulons savoir toujours l'identité, la provenance en entier, comme vous avez beaucoup plus d'expérience, vous avez un Est-ce qu'il s'agit est-ce que c'est la question de l'identité qui est en jeu ou pas? Vous savez que l'identité est un problème très touchy, comme as we say in French, très touchy dans la société occidentale contemporaine. Moi, je pense, chacun, c'est un discours qu'on peut avoir assez subjectif, qu'il est très important d'avoir des racines. D'ailleurs, dans toutes les traditions, on en revient un peu là, mais ce n'est pas très à la mode de parler de ça en ce moment. Hein. On est plutôt dans le cosmopolitisme et le déracinement de tout. Ce qui est une attitude tout à fait respectable par ailleurs, et peut-être le point de départ d'une autre histoire, pas la nécessité de couper court avec ce qu'on nous a enseigné, avec de ne pas couper court, mais la nécessité justement, répétée par Saprem, de passer le mental n'étant pas un instrument de connaissance, comme nous l'a dit chez Aurobindo, de passer à travers le silence mental, d'arriver à pacifier cet instrument qui n'est donc pas un instrument de connaissance et de passer au travers, ensuite de se débarrasser de tout ce qu'on nous a appris, et ensuite, à partir de là, de se débarrasser de nos vieilles attitudes. Il y a comme 3 couches là, qui sont, voilà, qui font, je résume vraiment très succinctement, mais qui font partie d'une démarche, voilà, du yoga des cellules. Bon, alors on est parti dans cette direction-là. Maintenant, à un autre niveau, je pense aussi que pour en arriver là, il faut commencer par être attaché à une histoire. Et toutes les sociétés, toutes les civilisations, toutes les religions, depuis des millions d'années, des milliers d'années, ont compris cette histoire-là et ont ancré ce petit monde des humains que nous sommes dans des histoires bien précises.
avec des religions, avec des traditions, avec des rites, avec des ceci, avec des cela. Voilà. Donc il faut se détacher. Mais moi, je pense quand même que c'est important de démarrer là, comme ça. Parce que déjà, on tient debout avec une histoire, et libre à nous, après, d'en foutre le camp, vous voyez. Alors, à un autre niveau, et sans prétention aucune de ma part, mais évidemment, je pense à moi en me disant, là, j'ai jamais compris comment mes parents m'ont laissé foutre le camp en mai 68 et arrivé à Pondichéry, alors que j'étais dans le meilleur lycée de Paris, là, Louis le Grand, où j'étais un bon élève et tout ce que vous voulez. Et là, j'ai joué un moment d'émancipation qu'on m'a laissé jouer formidablement. Ah ben, j'ai été appelé par Mère Robindo, ou ça après, j'en sais rien, mais toujours est-il que ce mouvement était possible, et je le ressens comme un mouvement libératoire. En plus, je suis revenu en autostop, et depuis Pondichéry jusqu'à Istanbul, et c'est le plus beau voyage de ma vie quand même, finalement, hein, quand j'y repense. Bon, bref. Donc, je crois à ce mouvement-là, mais tout ça pour vous dire que moi j'avais des attaches chrétiennes profondes qui ont été, j'en ai absolument jamais souffert. J'ai été jusqu'à servir la messe, j'ai été baptisé, je suis passé par toutes les épreuves de la chrétienté, avec une certaine satisfaction. Et même, j'ai un souvenir, je ne sais pas pourquoi j'en arrive là, de parler de moi à ce niveau-là, mais pourquoi pas. J'ai un souvenir de première extase, entre guillemets, vraiment, lors de ma première communion. Vous savez, dans la communion chrétienne, et à un moment donné, enfin, là, on est habilité à recevoir le corps du Christ. C'est gigantesque comme symbole. Je me souviens que voilà, j'ai ouvert la bouche, on m'a mis le corps du Christ. Parce que je veux dire, j'ai fait un bond de 3 mètres de haut ce jour-là, j'ai dansé sur les pavés et tout. Bon, chacun réagit comme il veut. Et je vais dire, voilà, je vous parle de ce que je connais de mon histoire. Moi, je suis passé par là. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important, non pas de faire des bonds de 3 mètres de haut sur les pavés, mais d'être ancré dans une histoire pour pouvoir en sortir. En fait, je voulais simplement vous souligner que toute expérience littéraire, à la fin, au départ, ce sont les réflexions personnelles. Parce que toujours un auteur, c'est une personne finalement. Et c'est pourquoi c'est très important pour nous de savoir le point de vue de l'un et l'autre. Et dans ce contexte, je vais revenir sur 2 pages différentes du Petit Prince, parce que lui, il parle de géographe et explorateur différemment, si vous vous souvenez du texte. Parce qu'il dit parce qu'ils vont excusez-moi, donnez-moi un instant. Donc, la 6e planète était une planète 10 fois plus vaste et elle était habitée par un vieux monsieur qui écrivait d'énormes livres. Et c'était un géographe. Et le géographe, il dit que non, je ne bouge jamais parce que je ne suis pas un explorateur. En fait, ici, dans ce chapitre, c'est le chapitre 15, je pense que c'est quelque chose de très, très intéressant de voir comment notre esprit, parce que quand on est enfant, nous voulons vraiment explorer tout. Et parce que vous savez, ce livre est quelque chose qui me trouble toujours, parce que je veux aussi rester enfant. Et donc, chaque fois que je lis ce livre, en fait, les géographes qui connaissent le monde, l'univers entier, mais ils ne bougent pas. La possibilité d'exploration, c'est aussi très, très limité quand nous entrons dans un domaine de connaissance. Ça peut être géographie, ça peut être la littérature, ça veut dire, vous savez, et c'est pourquoi, si vous le permettez, la religion ou les voies spirituelles, y compris notre voie ici, ce sont les derniers domaines de connaissance où on n'a pas encore formaté la connaissance avec la raison. Parce que la raison, ça exclut beaucoup de choses. Si je suis compréhensif, je ne sais pas. Je pense que c'est un autre aspect de ce livre qui me touche vraiment, qu'on n'est pas vraiment... on ne lit pas ce livre pour augmenter notre connaissance. On lit ce livre pour ouvrir
oui, il me semble que vous avez dit une chose très importante tout à l'heure, qui est inhérente absolument à ce texte, c'est la nécessité de l'enfance, enfin, du regard de l'enfance, n'est-ce pas? Et il s'agit de ne pas le perdre avec les années qui passent. Voilà. Et évidemment, je pense à Cher Omindo, là, qui a une jolie définition quand même, vous savez. On regarde les enfants de l'école. On lui a dit, mais le divin, où est-il? Et il a fait une première réponse, il a dit, mais le divin, c'est très joli et très poétique, enfin, vraiment un poète. Hein. Le divin est tout entier en chacun de vous, comme le soleil est tout entier dans chaque goutte de rosée. Et ensuite, il a dit, mais finalement, le divin, c'est quoi? Et là, il a répondu, je dis aux enfants des écoles, je ne suis pas tout à fait sûr de ça, mais c'est plus joli comme ça. Aux enfants des écoles, il a dit, mais le divin, c'est un éternel enfant qui joue un éternel jeu dans un éternel jardin. Alors, c'est cet éternel enfant que Saint-Exupéry évoque dans ce livre. Alors, un passage qui me touche beaucoup, c'est ce mot apprivoiser qu'il utilise quand le petit prince il arrive sur la terre et il rencontre la fleur et après il rencontre un renard. Et ce renard, il fait la plainte qu'il n'a pas d'amis. Donc, le petit prince aussi, lui aussi, il n'a pas d'amis parce qu'il est un étranger ici. Donc, ce que le renard le suggère, c'est que pour nuire un autre individu ou un autre être humain ou un animal de l'amitié, il faut l'apprivoiser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'apprivoiser? C'est-à-dire, il donne un sens nouveau à ce mot, c'est-à-dire identifier un trait de cette personne ou de cet objet qui est unique à lui. Alors, le renard dit, il dit que moi, par exemple, les cheveux sont les couleurs, de la couleur du blé. Moi, je n'ai rien à faire avec le blé parce que moi, je ne mange pas le blé. Mais alors maintenant, je vais me rappeler de toi chaque fois que je vois le champ de blé. Et c'est comme ça que je apprivoise. C'est un rapport unique que je noue avec toi. C'est avec cette image du blé qui me fait rappeler de tes cheveux. Et c'est comme ça alors peut-être Saint-Exupéry nous indique aussi, il dit quelque part dans ce livre-là que nous avons perdu le vrai sens d'observer les choses, de ressentir les choses, parce que les hommes sont toujours en train de courir, d'écrire, comme d'ailleurs le géographe, il note des choses, mais il n'explore pas. Et l'exploration veut dire ressentir les choses pour soi-même. Et est-ce qu'on explore la vie autour de nous? Et c'est une question éternelle parce qu'on ne peut jamais avoir assez exploré la vie. Parce que chaque chose nous donne des possibilités infinies de les apprécier. Et si on regarde la vie ainsi, ça devient une aventure absolue, une aventure continue dont parlait la mère. Merci. Oui, puisqu'on parlait, on parlait d'apprivoiser. Il me semble que la question philosophique, évidemment, qui découle de cette histoire-là, c'est un sujet de réflexion, on ne va pas trancher à mon avis tout de suite, là. C'est est-on responsable de ce qu'on apprivoise? C'est un sujet de philo pour le bac ou pour l'agrégation. Est-on responsable de ce qu'on apprivoise, hein? Et la deuxième chose, peut-être on pourrait, d'éventuelles questions qui pourraient être soulevées, il me semble que ce serait bien de finir sur ce qui me semble tout à fait important, à savoir que l'important, comme il le dit justement, il ne s'agit pas d'apprendre à écrire, mais d'apprendre à voir, et on ne voit bien qu'avec le cœur. Alors peut-être je pourrais passer la parole à Laurence Bernardo, là-bas, une spécialiste du cœur dans tous ses états. Ce serait une introduction à ce qui va être dit beaucoup plus profondément demain. Est-ce que tu veux bien répondre à voir avec le cœur?
Le cœur est le chef d'orchestre du corps. Donc, tout passe par le cœur. Tous nos sens passent par le cœur. Et même, il participe à la création de nos organes. Et quand le cœur arrive à sa fonctionnalité à moins de 2 mois durant l'embryogenèse, au bout de 2 mois, l'organe du cœur est le premier organe fonctionnel, l'œil s'ouvre en même temps. L'embryogenèse, pardon, c'est la... Excusez-moi. L'embryogenèse, c'est le moment où c'est le développement de l'embryon dans la maman. Donc, le cœur est le premier organe fonctionnel du corps humain. Ça, c'est essentiel, parce qu'on va y revenir demain, mais tout passe par là. Toute notre vie est entièrement, y compris le cordon qui nous relie à l'invisible, passe par le cœur. Et c'est ça qui est essentiel. Et c'est ça que Saint-Exupéry a compris et raconté de cette manière-là. En réalité, ça repose sur des connaissances véritables, scientifiques, qui aujourd'hui sont connues et avérées. Un mot, allez, juste un petit mot. Quelqu'un souhaiterait poser une question, peut-être, à partir de ce qu'on a évoqué globalement comme ça. Est-ce qu'on est responsable de ce qu'on apprivoise, hein? Je ne sais pas, probablement, oui. Je pense que probablement on est responsable. Quand tu apprivoises un chien, on est responsable pour toute seule. Tu ne peux pas l'abandonner, quoi. Donc, voilà. Je pense que c'est pas évident. Mais c'est la question humaine derrière le chien. Non, je ne sais pas. Là, à partir de l'homme, je ne pense pas qu'on soit responsable. On n'est pas responsable. On l'a apprivoisé, et après il a son chemin à faire. L'apprivoiser, ça veut dire lui donner quelque chose qu'il n'a pas, l'ouvrir à quelque chose qu'il ne connaît pas, et c'est pour lui donner des coups de fouche qui trace sa vie. On n'est pas responsable de l'apprivoiser quand on a apprivoisé un être humain, je ne pense pas. Ou alors on est responsable si on a mal apprivoisé. C'est possible. Simplement, ce n'est pas la partie. Pas parce qu'on apprivoise que la personne ou l'animal devient notre propriété. Alors, ce n'est pas appartenir. C'est une morale. Voilà, c'est la morale. Oui, attention. Non. Ça débouche sur quoi? La dimension première. Si vous voulez, quand vous naissez, quand on est né, on n'a qu'une chose devant les yeux, c'est les yeux de vos parents qui ne font qu'une chose, c'est vous aimer. Tout est merveilleux. Il n'y a que quelques petits ennuis intestinaux qui vont vous faire pleurer, mais autrement, il n'y a pas autre chose que du bonheur, de la joie, de la tranquillité, de la sécurité, etc. Et puis, il va y avoir tout d'un coup un incident, toucher le feu, ah, ça fait mal. On va avoir tout d'un coup une première limite. Il va y avoir aussi des parents qui vont vous dire que ça, c'est pas bien de faire, etc. On va vous mettre des autres limites. Et ça va être la construction d'un individu qui sera avec plein de limites. Or, le Petit Prince, ce qu'il nous montre, c'est que les limites, ça n'existe pas. Il n'y a que du merveilleux partout, que des questions, que des découvertes. C'est ce que vous avez essayé de transmettre. Restez un enfant.
Oui, je vais peut-être dire une expérience personnelle par rapport au Petit Prince, et ça va peut-être vous déprimer un petit peu aussi, parce que la première fois que je suis allé en France, on utilisait toujours le billet de francs. Il y avait le billet de 50 francs, il y avait le Petit Prince et le Hallmark, comment on dit Watermark en fait, quand vous mettez quelque chose contre la lumière, on a... Donc la transparence du billet de 50 francs, c'était le mouton de Petit Prince, si vous vous souvenez. Donc j'ai toujours un billet de 50 à Delhi, parce que j'ai toujours gardé, parce que c'était le Petit Prince, mais quand la France est passée en euro, ils n'ont pas gardé ce billet. C'est dommage. Merci pour votre attention. We can conclude the session. OK. Merci pour votre attention et OK. Donc, avec ça, on va peut-être conclure la journée littéraire d'aujourd'hui. Voilà, comment dirais-je, vous allez...